Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu Maude Goyer de la plateforme Maman 24/7, donc sur Facebook et Instagram. Maude est journaliste et elle se penche beaucoup sur la question de la charge mentale, ce dont elle est venue nous parler aujourd'hui. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Bonjour Maude. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es sollicitée beaucoup dans tous les médias pour aller parler de plein de sujets. Mais aujourd'hui, on va parler de la charge mentale, un de tes sujets un peu chouchou. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter. Oui, alors mon nom, c'est Maude Goyer. Je suis journaliste, je suis blogueuse. Alors, dans la vie, je suis journaliste pigiste. Je travaille pour différents médias comme La Presse, Naître et Grandir, Coup de pouce, Véro, de la chronique aussi au 98.5. Et c'est souvent sur des sujets famille et société de façon plus large. Oui. Puis mon blog, c'est Maman 24/7 sur Facebook, une petite communauté d'à peu près 16 000 personnes, beaucoup de mamans d'enfants de 0-12 ans qui me suivent. Même chose sur Instagram et Twitter. Donc, c'est mon emploi du temps. Plus un podcast sur Naître et Grandir. Oui, puis tu es aussi auteur. Tu préfères ou autrice que tu préfères? Moi, j'aime bien autrice. Un mot qui avait été oublié, mis de côté. On ne sait pas trop pourquoi. Oui, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Maman est partie chercher du lait aux éditions de l'Homme. Je l'ai sorti en 2018. C'est mon premier roman, un rêve de petite fille réalisé. Puis c'est un livre qui parle justement de la charge mentale. Oui, exactement. C'est ça. Donc lançons-nous, allons-y. Oui, allons-y. Qu'est-ce que c'est la charge mentale? Bien, en fait, la charge mentale, c'est le fait de devoir penser aux tâches domestiques pour que tout roule au foyer. Donc, on n'est pas tant dans l'exécution des tâches, mais bien dans le fait de préparer la maison, répondre aux besoins de tout le monde. Donc, ça peut être domestique, mais ça peut être médical, donc les rendez-vous médicaux pour les enfants. Ça peut être financier, donc tous les impôts, les papiers, le paiement des factures. Donc, c'est vraiment, quand on parle de charge mentale, on parle vraiment de penser à et non faire. Donc, c'est deux choses différentes. C'est pas mettre en application des choses concrètement dans notre maison. Non, c'est prévoir. C'est ça. Puis moi, j'explique souvent ça comme une toile d'araignée. Tu sais, comme un effet domino dans la charge mentale. C'est-à-dire que là, si on se dit, par exemple, la simple petite chose comme un cours de soccer demain, bien là, OK, c'est la nouvelle saison. Donc, est-ce que les souliers de soccer font encore? Il faut aller les acheter, il faut les avoir à temps. Ça se joue à quel endroit? C'est à quel parc? À quelle heure il faut être là? Ça prend la bouteille d'eau? Est-ce que les vêtements sont propres? Est-ce qu'on a fait le paiement? Donc, tu sais, il y a comme ça. Donc, aller au cours de soccer avec l'enfant, c'est ça la partie facile. Oui. Tu y vas, c'est fini. C'est faire la tâche. Ça, c'est ce que j'appelle faire la tâche. Oui. Mais c'est tout ce qui est en amont avant qui est la charge mentale. Puis souvent, ce sont les femmes, les mères qui la portent. De là, la problématique et de là, pourquoi toi, tu prends beaucoup la parole par rapport à ça aussi. Oui. Pour démystifier tout ça, puis pour aussi que de plus en plus, on essaie de balancer, mais c'est pas une tâche facile. Bien, en fait, j'essaie d'amener une réflexion puis un éveil chez les femmes, chez les mères, parce que la charge mentale, pourquoi ce sont les femmes qui l'ont? Il y a un sondage qui disait que 90% des femmes, c'est un sondage américain qui a été fait récemment, 90% des femmes dans des foyers hétérosexuels avec des familles, avec des jeunes enfants, disaient qu'elles portaient à elles seules la charge mentale. Donc, c'est comme être pilote dans l'avion, puis t'as pas un copilote. On n'est pas deux copilotes ensemble, il y a un pilote et tu n'as que des passagers. Wow. Puis ça devient épuisant. Fait que moi, depuis la sortie de mon livre où j'expose la problématique de la charge mentale à travers une fiction, je roule des conférences sur la charge mentale un peu partout au Québec. Puis mon objectif, c'est vraiment de dire, il y a différentes façons de le faire. On n'est pas obligé de suivre le modèle peut-être qui nous a été enseigné ou qu'on a appris, parce que c'est ça, la charge mentale, ça vient d'un rôle qui est attendu et appris auprès des femmes. Mais on n'a pas besoin d'incarner ça puis d'endosser tout ça. En tout cas, on devrait choisir plus et mieux. Oui, donc ce que tu dis là, c'est que c'est un peu générationnel, c'est transmis de génération en génération. C'est un peu la femme au foyer qui s'occupe des enfants, le mari travaille pour voir l'argent, il arrive chez lui, bonjour les enfants, on mange avec le repas sur la table, il écoute son téléjournal, tu sais, comme dans le temps. Là. C'est un rôle c'est pas un rôle qui est inné. Tu sais, les femmes n'ont pas, je sais pas moi, une passion dévorante pour le rangement, là, ou ils n'ont pas une meilleure vision périphérique de ce qu'il y a dans le frigidaire. Ça n'existe pas. Donc, c'est vraiment un rôle qui
qui est appris et qui est attendu. Donc, quand les filles, dès que les filles sont petites, déjà, on a une éducation qui est genrée, souvent. Ça tend à changer. Heureusement, oui. Heureusement, mais on est encore un peu là-dedans. Donc, encore beaucoup, en fait, là-dedans. Oui. Donc, les filles vont rapidement, là, aider aux tâches ménagères, se sentir plus responsables de toutes sortes d'affaires parce qu'on attend des petites filles qu'elles soient gentilles, souriantes, empathiques, douces, hein, sensibles. Oui. Alors que le petit garçon, on va demander qu'il soit courageux, qu'il soit drôle, sportif. Oui. Puis, on va laisser passer beaucoup de choses. On apprend très vite aux petits garçons à être très libres et faire leur choix, puis aux petites filles, très vite, à avoir des restrictions. Moi, mais toi, tu peux pas, mais toi, tu peux. Puis le code vestimentaire, exemple, qui est un de mes derniers. Oui, dernièrement, ça a fait oui, j'en ai beaucoup parlé parce que ça, c'en est un exemple concret dans les écoles primaires et secondaires. Une petite fille de 5 ans qui se fait dire qu'elle n'a pas le droit de mettre une prothèse spaghetti. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire aux filles? Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est quoi les répercussions de notre message? Donc, si on revient à la charge mentale, ça, c'en est une charge mentale. Donc, dans le fond, que les filles portent de faire attention comment je m'habille. Pourquoi? Pour gérer les gars. Oui. Premièrement, comme si les gars étaient tous des dépravés puis ils sont pas capables de se contrôler, ce qui est vraiment très réducteur et condescendant. Oui. Et deux, si c'est ça, ben les gars, gérez-vous. On a un problème, là. Mais c'est qu'on parle jamais de la charge mentale du point de vue de l'initiative. Tu sais, au lieu de dire, souvent dans mes conférences, j'entends des femmes qui disent, oui, mais moi, mon mari m'aide. Bien, s'il t'aide, ça veut dire que c'est toi qui es en charge. Ah oui. Ah, là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. C'est ça. Moi, papa, il est présent. C'est ça. C'est ça. Donc, il y en a une qui est en charge et l'autre est bien en support. Ils sont très contentes de me dire ça. Donc, c'est ça. C'est vraiment un problème c'est un problème qu'on a, puis que les filles ont suivi comme un certain modèle, une certaine façon de faire. Et c'est très dur après ça de défaire ça. C'est possible, mais c'est très difficile. Fait que moi, dans mes conférences, j'aime ça montrer juste, regardez, peut-être que vous avez des répercussions négatives par rapport à votre charge mentale, puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de vous en dégager. Puis c'est quoi les signes que ça va pas bien. Tu sais, une maman qui s'envoie un courriel avant de se coucher le soir là, pour pas oublier des affaires, des personnes qui dorment pas bien parce qu'ils ont trop d'affaires dans la tête. C'est le petit hamster qui tourne, là, qu'on entend souvent. Oui, c'est ça. Mais c'est tous des signes, ça, que peut-être que tu en as trop. Tu sais, un genre d'épuisement ou un genre de sentiment de je ne suis que l'esclave, entre guillemets. Là, tu sais, je ne suis que dans le service pour ma famille. Tu sais, moi, je suis pas dans le fun, je suis pas dans le... Tu sais, le papa va partir au verger samedi matin, mais la maman va rester parce qu'elle a trop d'affaires à faire à la maison. Je l'ai entendu, ça, là, souvent, là, des mamans qui se privent des affaires le fun ou qui se disent, ben mon conjoint est beaucoup dans le jeu, puis moi, je suis dans le soin. Mais c'est plate, ça. Oui. Tu te prives d'une grosse partie de la, de la parentalité. Mais de la partie fun, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, c'est pas juste. Oui, parce qu'on s'entend que toute la partie de la parentalité, de penser au changement de vêtements, aux saisons, de penser que les enfants grandissent, il va falloir des nouveaux souliers, de penser tout ça, c'est pas la partie fun, là. Non, c'est pas la partie agréable. C'est vraiment, c'est ça, c'est exactement ça, la charge mentale. Puis elle est constante, elle est invisible et elle est tout le temps là, elle est interminable. C'est ça. Il y a des mamans qui me disent, moi, ma vie, c'est une liste de choses à faire sans fin. Mais parce que c'est pas supposé être mère. Je veux dire, ça ne peut pas qu'être ça. Fait que comment on s'est rendu là? Tu sais, moi, je pense que c'est ça. Je reviens encore à l'exemple de, tu sais, que c'est pas inné, c'est appris, c'est pas biologique, c'est attendu. Tu sais, on s'attend à ce que tu prennes un congé de maternité. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand on y pense comme il faut, un bébé qui vient au monde, oui, je l'ai porté, oui, j'ai un attachement, oui, je l'adore, mais il a besoin de quoi? Il a besoin de chaleur, d'être nourri, d'être aimé, d'être soigné, que la couche soit changée, mais ça vient pas avec le sexe féminin. Il y a comme quelque chose qui marche pas. Puis encore là, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, tu sais, les féministes, des fois, sont bien... c'est-à-dire qu'une partie des femmes qui sont bien fâchées quand j'ai ce discours-là de dire le congé de maternité devrait être... Le congé parental devrait vraiment être un congé parental, donc séparer moitié maternité-paternité. Parce qu'il y en a qui disent, ben oui, mais tu nous enlèves quelque chose. Mais j'enlève rien à personne. Mais c'est juste, on peut-tu éclater les modèles puis se dire... La première affaire qu'on va demander à quelqu'un qui tombe enceinte, un couple qui annonce une grossesse, on va leur dire comment vous séparez le congé au lieu de demander c'est quoi le sexe. Tu sais. Ah oui, comment vous faites ça, vous autres? Ah ben là, moi, je vais faire les 3 premiers mois parce que je vais me remettre de l'accouchement, puis je vais allaiter, puis tout. Puis après ça, moi, je retourne travailler 6 mois, lui, il prend le 6 mois, puis je prends le dernier 3 mois, pourquoi pas? Ça devrait être comme la norme
juste qu'on décide comment on le fait. Ouais. Alors que maintenant, c'est extrêmement encore mal vu. Tu sais, un gars qui prend plus que les 5 semaines, là. On se questionne plus, là. On se questionne pas à savoir qui prend quoi, là. Et la majorité des couples. Exactement, la grande majorité. Oui. Fait que donc le papa, le nouveau papa va prendre 5 semaines, ce qui est très bien. Puis on aime donc ça, congratuler que c'est merveilleux, c'est vrai qu'on a un bon système. Mais là, il faut aller au-delà de ça. Ça date quand même de 2006, là, le régime québécois d'assurance parentale. Fait que là, il faut aller au-delà de ça. Il y a des petites réformes. Je sais que récemment, il y a eu une réforme, je pense que c'est l'année passée, là, à partir du moment. De plus. Oui, c'est ça. Mais si tu prends un nombre égal, comme dans les premiers mois, je pense que tu as comme plus de temps. Donc, ils viennent, dans le fond, récompenser les couples qui vont essayer d'être le plus équitable possible. Puis on le sait que si on regarde les pays scandinaves, quand le congé est mieux réparti et que les parents s'impliquent dans la vie de leur bébé à partir de la naissance et même pendant la grossesse, plus ils font ça, plus la charge mentale va être égale. Ben oui, parce qu'il n'y a pas une personne qui devient plus expert que l'autre. Donc, on se sent les deux compétents, on se sent les deux experts, puis là, on partage. Mais ça me frappe ce que tu dis là, on se sent expert, puis c'est vrai que si moi, personnellement, là, tu sais, je pense à mes enfants, puis à présentement ma situation, ben je suis devenue l'experte des changements de saison parce que dès le départ, c'est moi qui ai fait ça. Go, j'y allais. Je suis devenue l'experte des inscriptions à droite, à gauche. Je suis devenue... Puis c'est vrai que là, de dire à mon conjoint, « Hey, sais-tu que tu pourrais faire les inscriptions? OK, mais laisse faire, je vais le faire. » Tu sais, c'est puis mon conjoint, je veux dire, il est très, très, très présent. Là. C'est même pas la question. Non, je comprends. Mais voilà. C'est ça. Puis... Là, j'ai une question pour toi. Comment faire comprendre cette charge mentale-là à quelqu'un qui ne la vit pas, à quelqu'un comme un conjoint, une conjointe qui réalisera pas toute cette charge-là? Parce que, tu sais, comme tu as dit, le cours de soccer, y aller, c'est une chose. Ça, c'est la partie facile. Souliers, gourdes, est-ce que, tu sais, l'épicerie, le repas qui va être fait aussi pour le midi, parce que là, on va revenir, on va être serré, ça va être l'heure de manger. Tu sais, tout ça, c'est constant, mais c'est invisible, comme tu as dit, tu sais. Mais la première affaire, c'est sûr que c'est de se parler. Tu sais, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans notre tête. Tu sais, des fois, il y a certains, je le vois beaucoup des fois chez des mères, chez des femmes, tu sais, fatiguées, épuisées, qui vont comme devenir frustrées ou amères parce qu'elles se disent, mon Dieu, mais je fais tout, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Mais la première chose, c'est de se parler de la communication, là, c'est vraiment vrai, là, dans un couple. Ben oui, c'est ça. Fait que l'autre ne peut pas deviner. Donc, c'est de se dire peut-être dans un couple, c'est quoi nos priorités? C'est très pratico-pratique, mais tu sais, si l'autre personne, ça ne dérange pas qu'il y ait plein de, je sais pas, moi, n'importe quoi de vaisselle dans l'évier, de vaisselle sale dans l'évier. C'est sûr qu'elle la fera pas. Ben c'est ça, c'est pas dans ses priorités. Donc, c'est quoi nos priorités comme famille? C'est de changer les draps aux 2 semaines, c'est que les serviettes dans la salle de bain, ça soit toujours propre, que ça soit plié de telle façon, que le lave-vaisselle fonctionne parce qu'on veut pas que la vaisselle sale, que le gazon soit tout le temps toujours impec, c'est ça. C'est quoi nos priorités? Puis une fois que ça, on s'est décidé, mais là, on peut se dire, on y va par nos priorités, puis après, on peut vaquer à d'autres occupations ensemble ou faire d'autres choses. J'avais lu une blogueuse américaine qui avait dit « Nobody sits until everybody sits ». Ah oui, autrement dit, personne ne va s'asseoir tant que tout le monde ne peut pas s'asseoir. Ce qui veut dire que toi, comme maman et comme parent, disons les deux, on n'est pas supposé toujours être en train de travailler pour toute la famille alors que les enfants ou l'autre conjoint ne fait rien. Parce que ça ne devient pas juste. Puis quand ça ne devient pas juste, on devient frustré. Tellement. Fait que ça, c'est une chose, là, d'impliquer les enfants, de se parler. Oui, les enfants peuvent faire partie de la solution. Tout à fait. Aussi. Puis ils ont une part de responsabilité aussi dans cette charge mentale-là. Bien, en fait, c'est que les enfants, on doit leur apprendre l'autonomie, qui était une super belle valeur. Tu sais, il y avait le célèbre psychoéducateur Germain Duclos qui avait dit à chaque fois qu'on fait quelque chose pour un enfant qui serait en mesure de faire, on nuit à son développement. C'est quelque chose, pas on ralentit, on nuit à son développement. Donc, d'aider les enfants dans l'autonomie, l'indépendance, moi, je trouve que c'est une super belle valeur. Puis de leur donner des choses à faire, évidemment. Puis à partir de 2-3 ans, les enfants peuvent faire quelque chose. Puis j'avais parlé récemment aussi à une autre psychoéducatrice qui m'avait dit, c'est jamais trop tard. Oui. C'est parce que des fois, les gens m'entendent en conférence et me disent « Oh mon Dieu, ils sont rendus adolescents, ils font rien, ça y est, je suis perdue. » Il est trop tard. Mais non, il n'est jamais trop tard pour avoir la discussion. Fait que ça, oui, impliquer les enfants, c'est une autre solution. Parmi les solutions, si on voit vraiment que ça ne bouge pas et qu'on a plus de misère,
c'est de faire un petit test que j'avais vu dans le podcast Cordes sensibles de Marie-Ève Tremblay. Elle a fait un podcast qui est super bon sur la charge mentale où elle disait qu'on peut faire une liste de choses. On s'assoit avec notre partenaire puis on fait une liste de choses que on fait dans la journée puis on met la charge mentale qui va avec. Je donne des exemples. Sortir les poubelles, ça, c'est la tâche. Oui. Ben, penser à sortir les poubelles, c'est la charge mentale. Amener le sac à couche ou changer les couches, c'est la tâche. Mais là, est-ce que le sac à couche est prêt? Est-ce qu'on l'a apporté? Est-ce qu'on a des couches dedans? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Ça, c'est la charge mentale. Puis là, on fait la liste. Puis après ça, on peut mettre une petite couleur de marqueur pour voir qui fait quoi. Puis ça, ben, ça saute aux yeux. Mais encore là, c'est pas dans le but de mettre l'autre à la défensive. Parce que si l'autre se braque, on n'avance pas, on n'est pas dans le mode solution. On est juste dans le mode de, mon Dieu, on va se séparer, il n'y a rien qui marche. Donc, dans un moment de calme où tout va bien, pas dans la tempête du moment, on fait une liste. Puis là, ben, on peut dire à l'autre, regarde comment moi je me sens. Tu sais, je me sens écrasée, épuisée, puis je me sauve au travail, me reposer parce que j'ai tellement de tâches puis tellement de charge mentale. Ce qui n'est pas drôle de dire qu'on va se reposer au travail. Ben, ça arrive. Il y en a plein qui vivent ça, qui se disent, mon Dieu, mais au travail, j'ai juste moi à gérer puis mes dossiers, puis c'est tellement facile. Oui. Donc cette liste-là de tâches versus charge, de mettre des couleurs, puis on peut se rendre compte que, OK, mais finalement, non seulement je fais presque toutes les tâches, mais toute la charge mentale est à moi. Fait que peut-être, est-ce qu'on peut se dire qu'on sépare ça par intérêt? Mm-hmm. Est-ce qu'on sépare ça par dossier? J'ai déjà rencontré une famille super intéressante qui avait le père s'occupait de l'enfant qui était à l'école, mais de tout ce qui touchait à l'école. OK, les fêtes d'amis, les... Ah non, mais les lifts, les réunions avec les profs, faire réviser les mots étiquettes, faire le lunch le matin, il s'occupait de l'enfant, de son aîné, tout ce qui touche à l'école. Et la maman s'occupait de l'enfant qui était à la garderie. Donc, communication avec l'éducatrice, le sac à apporter, les vêtements. Tellement une portion. Puis, elle donnait les lifts, elle aussi, matin et soir, avec les deux parents travaillaient. Parce qu'à un moment donné aussi, où tu te dis, il y a une époque où les femmes étaient beaucoup moins dans le marché du travail. Oui. Mais là, les femmes sont très occupées, sont scolarisées, mais c'est comme si on avait gardé toute la sphère domestique avec nous. Alors que sur le marché du travail, on a des revenus aussi, on est performant, on est performante, on est productive. Donc, ça n'a plus lieu d'être que ça revienne encore aux femmes. Fait que c'est super qu'on avance. T'sais, moi, je vois ça. Oui. J'incarne beaucoup la charge mentale dans un mouvement féministe. Puis je me dis, ben c'est super le fun qu'on avance puis que les plafonds de verre sont en train de revoler. Oui. Mais on a encore gardé toute la sphère des tâches domestiques et de la charge mentale. Puis là, c'est là qu'on a un problème parce qu'on s'est dit, tant qu'à y être, je vais le garder. Puis on essaie d'avancer avec ça, mais c'est lourd, c'est lourd. Oui. J'avais une discussion avec quelqu'un l'autre jour à propos justement de d'une portion de la charge mentale qui est, c'est sûr que quand il y a deux conjoints que la femme gagne moins que l'homme, c'est sûr que là, c'est la femme qui va être à la maison quand l'enfant va être malade. C'est elle qui va manquer du travail pour les rendez-vous, c'est elle. Fait que ça aussi, ça fait partie du problème encore, j'imagine, qui fait que la roue continue de tourner de cette façon-là. C'est ça, il y a une inéquité, mais tu sais, on le sait que c'est les femmes qui travaillent plus à temps partiel. En temps de pandémie, c'est elles qui ont tout mis de côté là, en grande majorité pour faire le téléenseignement virtuel. Ben oui, c'est ça. Donc, ça a été très difficile, des garderies qui ont fermé. Fait que oui, il y a ça, mais au-delà de l'aspect financier, puis des fois, c'est sûr qu'il faut revenir à l'aspect financier, on n'a pas le choix non plus, mais il faut quand même en être conscient puis en parler avec l'autre. Puis des fois aussi, quand on décide d'être maman au foyer, tu sais, ça peut être un choix très bien, parfait, bien, essayer d'avoir peut-être une conversation pour nos finances parce qu'on se place dans une situation de précarité. Absolument. J'ai déjà rencontré une maman qui se faisait verser un certain salaire par son conjoint qui gagnait beaucoup d'argent, mais tu sais, c'était quand même un choix qu'elle se disait, bien, moi, je veux aussi piler dans mes REER puis préparer ma pension parce qu'au Québec, 70% des personnes âgées qui sont démunies, donc qui vivent sous le seuil de la pauvreté, ce sont des femmes. Ça parle, hein? Ça parle beaucoup. Fait que la charge mentale, le fait de s'occuper des autres, parce qu'on peut aussi parler de charge mentale auprès, par exemple, des gens qui vieillissent, au travail, on peut avoir une charge mentale, tu sais, s'occuper des petites tâches que personne ne veut faire, là. Oui. Ça reste c'est de la charge mentale. Laver le micro-ondes, des choses comme ça. Oui, ou tu sais, l'anniversaire de quelqu'un qui part à la retraite, qui va l'organiser, c'est de la charge mentale. Ou des fois, on se retrouve avec des tâches qu'on ne sait pas, ça appartient comme à personne, puis tu te dis, bon, ben, je vais les garder. Mais après ça, essaie de les redonner à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui va vouloir les prendre, je te garantis. C'est d'être plus assumé, plus confiante, je pense, peut-être une meilleure estime qui fait qu'il y a des choses qu'on comprend pas, qu'on va dire non, tu sais, on n'est pas super bonne là-dedans. Négocier aussi mieux nos affaires. On commence à en parler de plus en plus, tu sais, mais ça aussi, je trouve que
par rapport aux gars, là, on parle en ce moment beaucoup d'équité salariale. Quand les gens partent de l'université, je ne sais pas si tu as vu dans l'actualité, c'était cette semaine, les gens partent de l'université dans la première année. Il y a déjà une mais inéquité. c'est pas à cause de l'expérience, ils sortent de l'université. Ouais, il y a déjà une inéquité. Donc, de négocier et de parler de notre salaire avec nos collègues masculins. Je commence, je sais pas, moi, dans un cabinet d'avocat, ben, tu demandes à ton collègue, ben, tu fais combien, toi? Puis, OK, mais on va aller au bureau ensemble, on va du aller boss. voir. Va falloir m'en ouvrir un petit peu plus les discussions sur l'argent. Au Québec, on est très... Oui, c'est très tabou, l'argent. C'est ça. Vraiment tabou. C'est ça. Donc, c'est aussi toute la charge mentale vient comme nuire, je pense, à quelque part aux femmes, dans leur épanouissement, si c'est ça qu'elles veulent. Parce que je dis dans ma conférence aussi, la charge mentale, c'est le caillou dans le soulier. Si tu marches avec, tu vas avoir plus de misère à marcher longtemps et rapidement. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'arrêtes sur le bord de la route puis tu enlèves son caillou, tu sais. Oui, oui. Donc, il faut prendre en main ça, le fait de se décharger, justement. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si régler la charge mentale, ça devient la charge mentale de la femme encore. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'aime pas ça quand quelqu'un me dit, ben il faut que les filles lâchent prise, parce que c'est comme si on était encore en train de dire que c'est aux filles à changer. T'sais. Alors que, c'est ça que je voulais dire tantôt, on devrait plus parler du manque d'initiative des gars. Mais ça, on a bien de la misère, hein, parce que là, nous, on se dit, tu sais, on veut comme pas aller là. Mais dans mes conférences, ça vire souvent qu'on parle de, je suis trop germaine, j'aime ça faire les choses à ma façon, tu sais, il faudrait que je le laisse. Ouais, mais on peut-tu parler de juste qu'ils prennent plus d'initiatives, qu'ils soient là, qu'ils soient investis, qu'ils soient intéressés dans les soins, puis dans tout ce qui touche la vie des enfants. C'est de ça qu'il faut parler, puis comment on peut faire. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est en tout cas d'élever nos enfants avec des rôles le moins genrés possible. Tu sais, moi, j'ai une fille et un garçon. Mon garçon a 15, ma fille a 12. Puis même moi qui baigne là-dedans, puis dans mon couple, c'est pas, je dis, là, c'est pas nécessairement parfait. Tu sais, il y a des hauts et des... C'est très organique. Partout, hein? C'est très organique, mais j'ai une conscience accrue. On s'entend sur la charge mentale et l'exécution des tâches. Et des fois, je me rends compte que j'ai comme tendance soit à en demander plus à ma fille inconsciemment, ou je m'attends plus qu'elle va aimer ça ou qu'elle va y aller. Ça n'a aucun rapport. Ça vient d'où, cette affaire-là? Puis là, des fois, je me ressaisis. Puis il est toujours temps de se ressaisir et même de s'excuser, de dire non, c'est pas... Ou ma fille va dire à son frère... ben là, oublie pas ton lunch, tu sais, il est dans le frigidaire, oublie pas tes affaires. Fait que là, moi, je la reprends. Non, c'est pas à toi d'y penser. Non, c'est ça, c'est pas à toi. Puis là, ben, là, mon fils va dire, mais elle veut juste être fine. Oui, je sais qu'elle veut être fine, mais justement, les filles, on est bien, bien fines. Fait que, tellement. C'est ça. Fait que moi, je dis à ma fille, non, laisse-la, puis s'il l'oublie ou s'il se plante, ben ça sera ça, puis ça va peut-être être toi. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est tellement intéressant, puis c'est vrai qu'on le voit. Tu sais, les petites filles qui veulent prendre soin d'eux, qui veulent... Mais ça, c'est pas inné, là. Non, c'est pas inné. C'est attendu, puis c'est parce qu'on valorise ça. Oui, on trouve ça donc cute. Ben oui. C'est très... Ouais, c'est ça. Puis un gars qui va le faire, on va trouver ça super, mais une petite fille qui est trop tomboy, il y a encore beaucoup de choses à défaire. Tu sais, les magasins genrés, ça aussi, j'en parle dans ma conférence. Le fait d'avoir quelque chose de tout rose d'un bord, tout bleu d'un côté. Ça commence à s'en aller, mais tranquillement, pas vite. Ou les vêtements, tu sais. Les vêtements avec belle et intelligente comme sa mère, écrit sur un T-shirt, on a vu ça, là. Puis les garçons, c'est plus safari, génie de mathématiques, tu sais. Oui, vraiment. Quel message on envoie? Moi, je me remets toujours à qu'est-ce que nos petites filles ils comprennent de ça, tu sais. Qu'est-ce qu'ils saisissent de ça? Ça va être des années à défaire. Oui, puis ça va loin. Puis tu sais, comme c'est le départ de la charge mentale par là. Oui. Tu sais, puis même si on est conscientisé, même si on le voit, comme tu dis, on fait des erreurs aussi par rapport à ça, tu sais. Tout à fait. Mais je pense qu'on en parle plus parce qu'entre autres, il y a eu le mouvement MeToo. Tu sais, en 2017, parce qu'il y a comme une certaine libération de la parole de la femme. Puis là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que quand on met toutes les petites paroles une ensemble, là, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, puis il peut comme avoir un changement de société. C'est ça que ça a fait, en fait. Tu sais, avant, les mouvements féministes, ça partait d'organismes comme la Marche des Roses. Ben, ça part d'un organisme ou d'un regroupement, puis les gens vont suivre ce mouvement-là. Oui. Alors que le mouvement MeToo, c'est comme moi j'appelle ça comme une nouvelle ère de féminisme, c'est-à-dire que c'est des voix individuelles un peu partout sur les réseaux sociaux qui se sont tous mis ensemble. Dans le cas de MeToo, c'était sur Twitter. Agression non dénoncée, c'était plus sur Instagram. Bon, mais là, toutes les voix se mettent ensemble, puis on se rend compte que ça a un impact, et donc ça ajoute, tu sais, MeToo, ça a été des millions de témoignages. C'est pas rien, là. Puis pas juste au Québec, là, c'était partout. Non, planétaire, c'est ça. Puis là, ben, ça a fait qu'on s'est rendu compte que, OK, quand je rajoute ma voix, je pensais que ça servait à rien, mais finalement, il peut vraiment avoir un impact parce que des choses changent.
Donc, je parle de ça parce que je pense qu'avec ça, on s'est rendu compte tant qu'à être, mettons tous les autres problèmes sur la table. C'est l'inéquité salariale. C'est comme si on s'était dit, OK, là, ça brasse, là, ces temps-ci. Oui, c'est ça. Donc, on met plein de choses. C'est autant le contrôle du corps. Là. Il y a une jeune fille qui voulait se faire bronzer. Oui, qui s'est fait bronzer seins nus. Les policiers ont vérifié, ils ne pouvaient pas rien faire. Finalement, c'est correct, mais il y a une manif quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Je trouve ça super intéressant d'un point de vue sociologique, mais la charge mentale est comme popée à ce moment-là aussi. Puis je suis de sexe qui est assez positive, optimiste, qui pense qu'un jour, ça va être réglé. Dans 5 ans, 10 ans, je ne sais pas si on va encore parler de charge mentale. Je pense pas. J'espère que non. Bon, on espère que non. J'espère que non, fortement. Mais ça m'amène une question. Est-ce que tu penses que le rôle des réseaux sociaux renforce ça ou vient aider justement à en parler, à défaire un peu ce qui est établi? Parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, si on regarde les mamans là, qui ont des comptes Instagram, tout ça, il n'y a pas beaucoup de papas, qui ont des comptes Instagram, là, qui montrent leurs enfants. Puis si oui, ils ne montrent pas nécessairement ce qu'ils font. Tu sais, ils montrent une belle activité, c'est beau, c'est tout ça. Mais les mamans, nous, on va montrer, j'arrive de l'épicerie avec le petit sur la hanche, puis là, je prépare les vacances, regardez les valises, on fait nos valises. Puis c'est beaucoup, les mamans montrent justement, font des listes de ce qu'ils ont à faire, des listes de charges, des listes de, là, je m'en vais chercher les espadrilles du petit, tu sais, puis je trouve que ça a un beau côté parce que, tu sais, comme toi, par exemple, ta plateforme, tu décris tout ça, tu sais, tu en parles, mais d'un autre côté, on glisse souvent on renforcit les stéréotypes, on renforcit tout ça. Oui. Un des problèmes des réseaux sociaux, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que ça fait pas si longtemps qu'on ouvre la porte sur ce qui se passe dans les foyers, dans les maisons des autres. Tu sais, là, derrière la porte, qu'est-ce qui se passe chez toi, chez moi, tout d'un coup, on y a accès. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça peut rajouter de la pression, en fait. Moi, c'est ça que je trouve surtout. Puis je pense que parmi une des solutions, c'est de faire du ménage à ces réseaux sociaux pour qu'on ne soit pas les esclaves des notifications ou certains comptes qu'on trouve moins inspirants. Tu sais, quand tu scrolles puis que tu regardes tes réseaux sociaux puis que tu te sens comme mal, mais peut-être qu'il faut que tu te poses la question, qui sont les personnes qui me dérangent, puis tu te désabonnes, puis c'est tout à fait correct. Tu sais, probablement que nous-mêmes, des fois, on se fait désabonner et réabonner par du monde, puis c'est bien correct. Fait que ça fait partie de la game, mais je pense qu'on le fait pas assez. Tu sais, se poser des questions sur cette emprise-là, c'est très nouveau, hein? C'est quoi les répercussions à long terme que nos enfants soient déjà sur TikTok, qu'ils en fassent autant, la pandémie, l'augmentation des écrans. Fait que je pense que dans la charge mentale, il y a beaucoup de la culpabilité. Fait on peut aller s'inspirer ces réseaux sociaux, mais je pense qu'en ce moment, il y a plus de négatifs par rapport à la charge mentale parce que, par exemple, justement, je reprends l'exemple du verger, mais en septembre, premier week-end de septembre, deuxième, tout le monde est aux pommes, après ça, tout le monde est aux couleurs, après ça, Noël, c'est formidable, on fait le sapin, c'est ça. Puis là, toi, t'es à la maison, puis tu travailles ou si t'as juste pas le goût ou ça te tente pas, puis tu culpabilises parce que, mon Dieu, mais tout le monde est là, sauf moi. Faut y aller. Finalement, je suis comme une mère indigne. Puis de l'autre côté, il y a le mouvement aussi des mères très indignes ou des mères Pinterest que j'appelle, là, tu sais, où tout est blanc, tout va bien, tout est formidable. Ou tout est dégueulasse. Ou tout est, ça me prend absolument mon verre de main pour être une bonne mère. Tu sais, je veux dire, on n'est ni un ni l'autre, on est tout à la fois aussi, tu sais. Donc, il faut comme juste mieux choisir, puis je pense, puis être très, très critique de ce qu'on voit, puis ce que les gens veulent bien nous montrer. Oui, c'est ça, parce que c'est une parcelle, c'est une photo, c'est ça, c'est pas le quotidien, là. Puis, tu sais, justement, il faut être critique, tout ça, mais c'est difficile, là. On s'entend, là, que de se défaire de ça, c'est un cheminement. Est-ce que tu l'as dit tantôt, mais il y a de l'espoir, selon toi, pour que ça prenne le bon côté? Ben moi, je pense que oui. Puis je pense qu'il faut en parler, il faut s'informer. Il y a des comptes, il y a des livres. Je pense, par exemple, au livre de, justement, Emma, c'est super bon sur la charge mentale. Ça s'appelle « Fallait demander ». Ça, c'est sorti en 2017, tout ça en même temps que le mouvement MeToo. Donc, dans la BD « Fallait demander », Emma, elle raconte vraiment un couple qui reçoit un autre couple à manger à la maison. Puis elle va comme frustrée parce qu'elle est tout en train de préparer. Puis lui, il jase. Puis à un moment donné, quand elle pète sa coche, ben il dit, t'avais juste à demander. Puis c'est exactement ça, la charge mentale. Parce que c'est drôle, ça, quand quelqu'un vient prendre la place de quelqu'un d'autre à faire une tâche au lieu d'avoir l'initiative de faire d'autres choses, tu sais.
Mais non, on ne vient pas me tasser en faire ma tâche. Il va falloir la faire de toute façon. Je suis déjà en train de la faire. Fais d'autres. Coupe un autre légume, vide la poubelle. Fais une autre affaire qu'il y a à faire dans la maison. Fait que ça aussi, c'est ça. C'est de la charge mentale. Le fallait demander. Puis c'est là, en fait, que la charge mentale remonte à la surface aussi avec la BD d'Emma. Fait que ta question, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui, parce que je pense que plus on en parle, plus on s'informe. Donc, à travers les livres, il y a le livre d'Amélie Châteauneuf au Québec. Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents, qui a été publié aux éditions Poète de Brousse, septembre 2019, si je ne me trompe pas. Ça, ce livre-là aussi, là, je veux dire, c'est un livre percutant. Là. C'est un livre qui peut vraiment changer votre vie. Vous lisez ça, puis vous mettez ça dans la main de votre conjointe. Lis ça à ton tour. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, on va avoir une discussion parce qu'elle met vraiment des pistes claires de qu'est-ce qu'on peut faire, comment s'en débarrasser. Il y a le compte Instagram T'as pensé à de Colline Charpentier, une Française, super bon, super intéressant. Il y a un autre livre d'une Française qui vient de sortir, je pense que c'est Tiffany Cooper, ça s'appelle Homme, Sweet Homme, ça vient juste sortir, c'est une BD. Puis ça aussi, ça parle, en fait, elle va plus loin encore, elle parle d'exploitation domestique. Oh wow! C'est le fait que un certain Boys Club, là, Martine Delvaux en avait parlé ici dans son livre, mais le fait que ça peut faire l'affaire de certaines personnes qu'on soit confiné à certaines tâches, puis à la charge mentale. Ben oui, parce que pendant ce temps-là, l'autre peut avancer plus vite, plus loin, puis on reste un peu derrière. Puis dans le fond, c'est comme elle parle d'exploitation domestique. On est dans un extrême, mais c'est quand même pas inné. Moi, dans les extrêmes, il faut toujours aller chercher quelque chose. Il y a un propos qui est intéressant. Puis sa BD est super bonne. Oui. Donc, je pense que s'informer, en parler, ça passe par là, puis passer par l'éducation de nos enfants, parce que c'est comme si c'était 2000 ans de construction sociale qu'il faut défaire. Fait que c'est ça. On va se donner un break. Ça se peut que ça soit un peu long. Ça ne sera pas une génération. Mais d'en parler avec nos enfants, puis là, tu sais, tantôt, on a dit, par exemple, comme toi avec ta fille, tu sais, non, c'est pas à toi de lui rappeler. Mais ça veut dire, est-ce que ça ajoute une charge mentale de faire ça, tu sais, pour toi, par exemple? Ça t'ajoute quelque chose d'avoir conscience de ça, tu sais? Tu te préoccupes de ça? En fait, je pense que ça me rajouterait plus une tâche, une charge mentale de ne pas en parler. C'est que ça devient comme un genre d'automatisme où c'est intégré dans nos discussions, puis mon conjoint le sait. Donc, on travaille les deux dans ce sens-là, puis on va faire comme attention l'un à l'autre par rapport à ça. Puis si des fois, on laisse aller les choses qu'on est plus fatigué, là, on revient comme dans les anciens modèles. C'est fou comment ça... C'est vraiment ancré, oui. Puis ce qui, des fois, me préoccupe, j'ai donné des conférences dans des universités, puis des étudiants en psychoéducation au bac, puis je me rendais compte que même les étudiantes de 20, 22, 25 ans, là, il y avait déjà des iniquités, puis elles se sentaient prises là-dedans, tu sais. Puis, c'est ça. Puis des fois, j'avais comme envie, je connais pas, je suis pas là pour poser un diagnostic, je suis pas une psychologue, je suis pas une travailleuse sociale, mais un des premières décisions que tu peux prendre pour ta carrière, là, c'est ton choix de conjoint ou conjointe. Si c'est comme ça maintenant, là, avec des enfants, ça va pas résoudre rien. Là. Non, ça va. Non, par expérience. C'est ça. Puis c'est super intéressant. C'est Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Yahoo, qui avait dit ça. Qui avait dit, dans tous mes choix de carrière que j'ai faits, le plus important, puis elle est vraiment rendue au top dans son domaine, c'est mon choix de conjoint qui est là pour m'appuyer en tout temps, m'admirer, me dire vas-y, pas de problème. C'est ça qu'on veut. L'autre est supposé nous donner des ailes, pas de nous garder à la maison. Vers le bas, c'est ça. C'est ça, si c'est pas ça qu'on veut. Donc c'est ça. Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui va être aussi c'est aussi à nous, avec nos filles, nos garçons, de montrer que, tu sais, ton chum, ta blonde, il faut qu'il soit là pour toi et avec toi. Et donc, que ça soit équitable, que tu sentes que ça soit équitable entre vous deux. Donc, il y a je pense qu'il y a une grosse partie d'éducation, mais je pense aussi que ça s'améliore beaucoup. Ça bouge. Parce que les jeunes, leur modèle aussi de travail n'est pas pareil comme le nôtre. Tu sais, ils ne sont pas dans le travailler 100 heures semaine. C'est pas ça du tout. Non. C'est ça, mais ça, surtout avec la COVID, avec le confinement, ça a remis beaucoup en perspective plein de choix, plein de choses qui ont fait justement que la génération qui s'en venait sur le marché du travail a encore plus mis ses limites, mis ses... Oui, parce que là, on travaille de la maison beaucoup, donc là, on veut garder ça. Mais ça amène une autre problématique, c'est que là, la conciliation travail-famille, elle se fait beaucoup maintenant dans la maison. Tu sais, c'est plus tard, je vais au bureau,
ça se fait à même la maison, ce qui amène d'autres complications, surtout en confinement, on l'a beaucoup vécu. Là. Donc, mais ça, c'est intéressant aussi de voir comment ça va se replacer. Là, c'est clair que le modèle hybride et le modèle de projection. Oui, vraiment. Fait que là, comment les entreprises vont s'ajuster à ça. Et qu'est-ce que les jeunes, ceux qui sont le plus les jeunes travailleurs, comment ils vont remodeler ça parce que ça va être appelé aussi peut-être à changer. Est-ce qu'il va y avoir d'autres pandémies? Tu sais, tout ça est très intéressant à suivre. Mais c'est sûr que la charge mentale en temps de pandémie, elle s'est pas améliorée. Elle s'est pas allégée, ça, c'est clair. Mais il y en a qui me disaient que oui, dans un sens, je me souviens d'avoir fait un sondage, puis les gens me disaient sur mes réseaux, ben je fais moins de lifts, on a moins d'activités, je suis contente d'avoir gardé ça. Et là, maintenant que les activités reprennent, puis on n'est pas encore la fin de la pandémie, mais maintenant que ça s'essouffle, il y a des gens qui décident on part d'une assiette vide, tu sais, clean plate, là, qu'est-ce qu'on va rajouter? Puis ça, c'est intéressant aussi parce que c'est comme si on s'était rendu compte qu'on pouvait vivre de façon différente avec moins d'activités, être moins occupé plus lentement, moins de charge mentale aussi, moins de tâches à faire. Puis les enfants vont pas en mourir s'ils vont pas 3 sports puis 2 activités artistiques par semaine. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai que la pandémie a eu ce côté-là pour plusieurs familles de dire hey, attends, là, on a mis un temps d'arrêt sur tous les sports. Hey, tout d'un coup, là, on n'a plus besoin de courir les patins qu'ils font. On n'a plus besoin de jumeler des horaires parce que l'on se donne un high five dans le cadre de porte parce que là, toi, tu fais un lift là, moi, je fais un lift là. Fait que c'est vrai que ça l'a allégé beaucoup cet aspect-là. Bon, là, il y a tout l'autre aspect d'avoir des enfants à la maison qui travaillent, qui font de l'école. Là. Ça, c'est ça. Ça, c'est un autre affaire. Ça, c'est un autre dossier. Mais c'est intéressant de voir comment les familles réagissent maintenant que ça rouvre. Là. Tu sais, par exemple, cet été, ça va être un des premiers étés où tout rouvre sans masque et tout, l'automne aussi. Oui. Donc là, il y en a qui soit se lancent à fond. Tu sais, ils veulent absolument reprendre. Oui, c'est ça. Il y a des familles qui partent tout en voyage, veulent faire 10 000 affaires parce que c'est comme si on avait perdu du temps. Oui. Et il y a d'autres familles qui décident on va s'observer, voir c'est quoi le rythme de nos enfants, puis qu'est-ce que je veux faire. Puis je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode, mais je trouve que c'est intéressant de se questionner puis de se dire, on a-tu vraiment besoin qu'il soit au soccer compétitif? Tu sais, on pense-tu vraiment qu'on va en faire un Beckham? C'est tout ça qu'on veut? Peut-être, mais... Peut-être. Des chansons. Des chansons, ben, c'est ça. C'est la même affaire pour le hockey très tôt le matin. Oui. C'est dur pour les parents, puis ça en fait beaucoup. Puis souvent, les parents, pendant ça, ils sont assis dans les estrades puis ils attendent, tu sais. Alors qu'il y a d'autres sports où tu peux soit le faire avec tes enfants, c'est plus récréatif, ou tu peux faire quelque chose pour toi aussi. Oui. Tu sais, je me souviens quand ma fille faisait du patin, là, non seulement je lâchais pas ses patins pendant qu'il fallait qu'elle les mette, je voyais tous les parents penchés qui mettaient tous les patins des enfants. Je dis, mais bon, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Moi, je dis à ma fille, vas-y, mets tes patins. Bien là, ça va être long. C'est pas grave, vas-y, t'es capable. Puis éventuellement, j'étais capable de débarquer ma fille à l'aréna. Ben, ma chérie, bon patin. Puis elle était fière. Elle avait comme, je sais pas, 8 ans, 9 ans. Elle partait avec son sac. Puis je dis pas que j'allais jamais l'avoir ou que j'aimais pas ça. Non. C'est pas ça. Tu vois, je m'excuse. On est toujours en train de s'excuser un peu. Là. C'est parce que comme mère, on est supposé de tout aimer ces affaires-là, mais c'est pas vrai. Ah non, rester assis dans une... Non. Moi, je l'ai vécu cette année. Oui, là, 2 garçons au hockey plus 2 filles au patin. Là, non. Le petit banc d'aréna, là, c'est pas agréable. Là. Non. Une fois de temps en temps, regarder, applaudir, trouver les progrès, c'est magnifique. Mais non, c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Mais c'est Marcel Pilote qui me parlait du fait de... Super intéressant, c'est aussi le fait d'aimer quels aspects de la maternité, est-ce qu'on les aime vraiment tous, qu'est-ce qu'on embrasse là-dedans, puis qu'est-ce qui est attendu encore là, tu sais. Prendre du temps pour soi comme mère, là, si c'est parce que tu as une conférence quelque part ou que tu as du travail, c'est correct, mais juste dire, je m'en vais tout seul dans un chalet là, pour rien faire et qu'on a de la misère. Pourquoi? Parce que c'est comme si on se faisait passer en premier. Or, les mères, on évalue beaucoup la valeur de la mère au sens du sacrifice. Tellement. Combien de fois on laisse manger les enfants puis on mange les petits restes à côté? Moi, mais ça, c'est valoriser, t'es une bonne maman. Oui. Mais c'est pas vrai, ça marche pas de même. C'est pas comme ça. On n'a pas tout ça en nous. C'est normal. Et donc, pour revenir à mon anecdote, moi, j'étais bien contente de laisser ma fille aller en patin. Puis moi, j'allais pas pendant ça faire l'épicerie pour avancer une autre tâche. J'allais juste comme marcher avec une amie ou juste lire dans mon auto. Puis j'étais très bien. Des fois, je vois des mamans débarquer, je suis comme, bonne période. C'est ça. Puis, il y en a qui aiment ça, les jaser dans les estrades. Je trouve ça merveilleux, mais on n'est pas obligé. Il y a plusieurs façons de le faire. Des fois, c'est juste la pression. Tout le monde le fait. Tu fais, OK, je vais y aller moi aussi. Pas le choix, Mais finalement, c'est du small talk. Ça te tente pas tant que ça. Puis, tu aimerais mieux aller lire ton livre tout seul dans ton, ou même dormir. Moi, j'ai déjà dormi dans l'auto. Le pouvoir de la sieste. Oh oui, mais tellement. Mais quand on se le permet, justement, tu sais, ça remet les choses en perspective, puis on est capable de respirer mieux. Oui, c'est ça, mais c'est pourquoi les filles ne se le permettent pas?
tu sais, on revient encore là à, c'est-tu le syndrome de la première de classe? Est-ce que c'est pas jamais demander de l'aide, mais c'est comme c'est impossible. Ça se peut juste pas. Tu sais, élever un enfant avant, ça prenait un village, c'est ça. Maintenant, avec la pandémie, je dirais que ça prend un vignoble. Ouais, bon. Je la garde, celle-là. Mais tu sais, c'est une blague que je fais, là, mais ceci dit, avoir de l'aide, de se monter un réseau, là, souvent, quand quelqu'un tombe enceinte dans mon entourage, la première affaire que je dis, c'est fais-toi un réseau. Parle avec les autres parents, les autres mamans, tes voisines, tes voisins, si t'en as. Puis, parce que les enfants vont souvent être au même rythme, on vit les mêmes affaires, puis juste de pouvoir ventiler, ça aide à prendre aussi des fois un pas de recul, puis dire, bon, OK, c'est une étape, ça va passer, je vais m'en sortir, ça va être correct. Parce que c'est dur, les premiers mois, premières années. Au début, je me disais, c'est 3 mois. Alors, c'est peut-être 6 mois. Ben, finalement, c'était 2 ans. C'est tough, les débuts. Là. Ça aussi, c'est assez tabou, l'espèce de... Ils appellent ça le 4e trimestre. Hein? Mais là, on en parle de plus en plus, mais on n'en parle pas assez avant au futur mère. Je ne sais pas si c'est un omerta qui est voulu, là, mondial. On ne parle pas de l'accouchement, puis on ne parle pas d'après. OK, parfait! On parle de plus rien de tout ça. C'est ça pour faire. Ça serait la fin de l'humanité. Ben c'est ça. Personne n'en voudrait. Exactement. On oublie aussi rapidement parce qu'on aurait juste un sinon. Oui, c'est ça. Oui, ben je pense que toutes les mères le diraient. Après avoir eu 1 ou 3 premiers mois, moi, c'est sûr, j'en ai juste un, c'est terminé. Hein? Pourtant, on l'a refait. Oui. Eh bien, Maude, merci vraiment beaucoup de ton temps, de ton énergie. Je pense que ça va avoir allumé des petites lumières à quelques endroits. Du moins, je l'espère. Ben, j'espère. C'est ça. Le but, c'est juste de faire avancer la réflexion. Hein? Que les gens repartent avec des petits bouts de ça puis qu'ils se disent, ben OK, moi, je suis contente, je suis satisfaite. Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux changer des choses? Est-ce que je veux changer des choses? Puis de s'informer sur la charge mentale. Puis ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est un travail à long terme. Tout à fait. Sur plusieurs générations. Oui. Donc, commençons dès maintenant. C'est ça. Bon, au moins, on en parle. Fait que merci pour l'opportunité. Merci à toi.